Et oui, on parle littérature ce matin depuis le début du mois de février. C'est le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs, célébré dans plusieurs pays du monde, dont les États-Unis, le Canada ou encore le Royaume-Uni. Un mois pour reconnaître le rôle central des Noirs dans l'histoire de ces pays, dans l'art, la culture ou même encore la politique et les luttes sociales. Mais des pays africains célèbrent aussi ce mois depuis 2 ans, depuis 2020, dont le Bénin. À cette occasion, un livre a été publié au nom des ancêtres, un livre collectif, recueil de nouvelles et de récits pour améliorer la connaissance de l'histoire des Noirs, un livre auquel a participé Annie-Claude Clovis qui est avec nous ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup. Je vais juste vous demander d'approcher un tout petit peu le micro de votre bouche, comme ça tout le monde vous entendra parfaitement bien. Merci beaucoup Annie-Claude Clovis d'avoir accepté notre invitation. Vous avez longtemps travaillé dans le domaine de la culture de manière générale en occupant plusieurs postes. Première question, et on va commencer par là. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce projet, dans ce livre à plusieurs mains, parce qu'il faut déjà dire qu'il y a évidemment des auteurs béninois, mais aussi des auteurs de Guyane et aussi des Antilles. Oui, Martinique et Guadeloupe. Alors, disons que c'est une opportunité. J'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur le docteur Ligan en Guyane, grâce à madame Monique Blérald, et nous avons échangé. Et c'est comme ça qu'il m'a invité à écrire. Je me suis dit, pourquoi pas, ça serait bien aussi que la Guyane puisse être représentée. Évidemment. Et je me suis retrouvée à écrire cette nouvelle. Pour que ce livre finalement ait une portée, on va dire, internationale, qu'il ne soit pas uniquement porté sur l'Afrique géographiquement, on va dire. Tout à fait. Et j'avouerai que je suis très fière de représenter la Guyane, puisque maintenant, ce mois de l'histoire des Noirs, disons que c'est de plus en plus, comme vous l'avez cité tout à l'heure, auparavant c'était les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et maintenant, de plus en plus, d'autres pays s'approprient justement ce concept. Oui, au point d'ailleurs que ce mois de l'histoire des Noirs, depuis qu'il est commémoré dans plusieurs et par plusieurs pays africains, il est considéré comme un mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora. Ce livre d'ailleurs dont vous allez nous parler ce matin, il est dédié aux afrodescendants et aux Africains de manière générale. Tout à fait. En fait, la volonté, le but est non seulement de faire connaître cette histoire des Noirs, mais surtout de nous rassembler et de montrer que, quelque part, nous avons des points communs à travers nos ancêtres. Donc, la première chose à faire, c'était effectivement, à travers cet ouvrage, rendre hommage à nos ancêtres. On oublie parfois qu'il y a des ponts justement entre toutes ces cultures et chacun peut avoir tendance à rester un petit peu de son côté, on va dire. Je ne dirais pas qu'on oublie, mais surtout qu'on ne valorise pas suffisamment. Pas de mise en avant suffisante. Voilà, c'est surtout ça. L'idée avec votre contribution, vous l'avez dit, c'est que la Guyane soit dans sa mémoire, on va dire, rattachée à la diaspora africaine, parce qu'il y a évidemment des commémorations ici en Guyane, notamment pour l'abolition de l'esclavage, alors que le mois de l'histoire des Noirs, il ouvre le territoire finalement sur le reste du monde. Sur le reste du monde. Et notamment sur l'Afrique. Oui, tout à fait, sur l'Afrique. Et montrer quelque part que nous avons gardé... On pense qu'on n'a pas gardé des liens, mais au moins à travers l'oralité, à travers la transmission du côté, enfin, au niveau spirituel, nous avons gardé quelque chose. Il suffit d'en parler avec nos anciens, nos gangans, pour se rendre compte qu'effectivement, il y a un lien. Il y a des similitudes, il y a des ressemblances. D'en parler avec les ancêtres, mais aussi en parler avec les jeunes pour que ce patrimoine... Tout à fait, parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de transmission. Il faut absolument transmettre. Nos jeunes ont envie de connaître. Ils ont envie de savoir. Alors, il y a des populations déjà qui ont, je dirais, un patrimoine qui est très vivant encore. C'est surtout celui des Bushinengue. À travers eux, il y a beaucoup de choses, mais... Quand on compare, par exemple, par rapport aux créoles, on se rend compte qu'il y a parfois des choses qui se ressemblent. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Alors, on va parler de cette nouvelle que vous avez écrite, Rabaka, la puissance des ancêtres. Ça raconte en quelques pages l'histoire d'une mère et de son fils, Semelia et Tikofi, à Mana. Je vais évidemment pas dévoiler en détail ce qui se passe, mais d'où elle vient, d'où elle vous est venue, cette histoire, Annie-Claude Clovis? Alors, Rakaba... D'abord, le mot Rakaba qui a été utilisé, qui signifie racine.
Donc, ça y est, le contexte est bien... D'entrée de jeu, on comprend de quoi on va parler. Voilà, de quoi on va parler. Et c'est une façon de rendre hommage aux ancêtres, notamment les ancêtres de Mana, puisque moi-même, je suis originaire de Mana de par mon père. Et j'ai interrogé beaucoup de personnes, beaucoup d'histoires aussi. J'ai eu l'occasion de collecter plusieurs histoires à Mana. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu restituer cette histoire, notamment de ce tamarinier qui est légendaire à Mana et que personne n'ose couper, sous peine... et qui existe encore aujourd'hui. Et qui existe encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'actions autour de ce tamarinier qui est vraiment un arbre légendaire. Légendaire, et je me permets d'ailleurs d'ajouter pour que les auditeurs comprennent bien qui n'ont pas lu votre nouvelle que cet arbre il revient à plusieurs reprises dans votre nouvelle et qu'il représente, on va dire, le lien avec le passé, le lien avec les ancêtres. Voilà, tout à fait, avec les ancêtres. Puisque autour de ça, il y a tout l'aspect spirituel et cet aspect rituel hérité justement des ancêtres. Mais comme on dit souvent, les ancêtres ont toujours leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire, c'est-à-dire que si on utilise leur savoir à bon escient, tout se passera bien. Mais si c'est le contraire, forcément, il faut s'attendre à une certaine punition. D'où je dis justement dans le titre, effectivement, la puissance des ancêtres, parce que ça veut dire ils sont encore présents quelque part, même si maintenant, de moins en moins, on voit les gens... Je me rappelle à Mana quand j'étais petite. C'est pas simplement Mana, on trouvait ça dans certaines communes. On avait tendance, lorsqu'il y avait une fête, à verser un peu de rhum sur le sol. Et ça, c'était pour les ancêtres, c'était pour eux. Et maintenant, on le fait de moins en moins. Pratiquement pas, sauf chez les Bushinengue, on retrouve cette pratique-là. Mais ça existait aussi chez les créoles. Vous voyez? Donc, c'était une façon de leur rendre hommage. Rendre hommage parce qu'on n'écoute plus assez, on n'écoute pas assez aujourd'hui les anciens, leurs récits, leurs histoires, et qu'elles soient vraies ou non à 100%, c'est pas très grave finalement ça. C'est très bien ce que vous dites parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes et lors de certaines conférences que j'ai pu faire à Mana qui me disaient « Ah mais madame, vous savez, cette histoire-là, je la connais pas vraiment, puis je sais pas, parler des ancêtres, ça ne m'intéresse pas. » Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Ça a été ma première question. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils répondaient? Eh bien, bien souvent, ils vous disent, mais peut-être pas je donne le terme pour résumer tout cela, par méconnaissance. Mes parents ne m'ont guère parlé de cette histoire. Et pourquoi, pour quelles raisons, d'après vous, il y a pu avoir cet arrêt, on va dire, dans la transmission des histoires familiales, et d'ailleurs pas que familiales? Alors, je ne parlerai pas forcément d'arrêt. Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Parce que d'autres ont pu transmettre. On a encore des générations qui connaissent. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a envie de découvrir autre chose que ce qu'on semble connaître. Évidemment. Déjà. Je dis bien qu'on semble connaître. Et moi-même, j'en ai fait. J'ai été comme eux. Quand j'avais 15 ans, 18 ans, 20 ans, ça ne m'intéressait pas. Alors qu'il a fallu que je parte ailleurs, que je fasse des études, etc., pour me dire, mais ça, c'est intéressant. Jusqu'au point que je me suis dit, il faudra un jour que je puisse transmettre tout cela. Maintenant que je suis à la retraite, je dis, maintenant, le temps est venu. Le temps est venu de pouvoir transmettre. Dans cette histoire que vous racontez, Annie-Claude Clovis, déjà, qui vous l'a raconté à Mana? Alors, plusieurs personnes. Ce sont des informations que j'ai pu collecter auprès de plusieurs anciens concernant ce tamarinier qui, quelque part, je m'interrogeais, je me posais des questions, qu'il avait planté. Alors, j'ai eu récemment, parce que ça date d'au moins 4 ans, 5 ans, qu'on me disait que c'était la mère Javoué qui l'avait planté. En connaissant l'histoire de Mana, il faut savoir que Mana, c'est grâce à la mère Javoué que cet établissement a existé. Et que la commune ensuite, et puis même les jeunes, par exemple, se réapproprient, quoique en intervenant auprès des jeunes en milieu scolaire, je me suis rendu compte, parce que la population a changé maintenant, donc ils ne connaissent pas forcément cette histoire-là. Disons que je me suis rendu compte que vraiment l'histoire de cet arbre, tout tournait autour. Et
je me rappelle à l'époque aussi, Monsieur Achille, qui est décédé malheureusement, nous racontait toute cette histoire autour d'un personnage, un certain Gabaret, qui avait planté cet arbre. Alors, je vais vous avouer que quand il m'a parlé de Monsieur Gabaret, tout de suite, je me suis dit, mais ce nom-là, je l'ai entendu vers l'Est guyanais. Mais en faisant des recherches, parce que souvent ce que nous disent les anciens, il faut aller parfois vérifier au niveau des archives écrites. Oui, il peut y avoir parfois des petits problèmes de nom, de date, on va dire, et il faut que vous... Le nom Gabaret existe effectivement. Il est arrivé à Mana en 1837, excusez-moi, 1837, et ce nom existe effectivement. C'est un noir engagé, libéré engagé. Ça encore, c'est une autre histoire, je vous avouerai, parce que le cas de Mana est très, très particulier. Et qui est arrivé à Mana. Alors, on disait qu'il était un grand sorcier, qu'il avait certains pouvoirs, mais tel qu'il racontait, il ne s'agissait pas directement de Jean-Marie Gabaret, mais de son fils. Malheureusement, dans les archives, je n'ai pas retrouvé cet enfant. Sa femme s'est mêlée et lui n'ont pas eu. Apparemment, je n'ai rien trouvé. Et concernant l'arbre, est-ce que vraiment c'est lui qui l'a planté ou pas alors finalement? Alors, comme je vous ai dit, la légende, il existe deux versions. Celle qui dit que c'est la mère Javoué, à vérifier pareil, et aussi bien que ça serait Gabaret. Donc quelque part, en fait, vous faites un travail de restitution, on va dire, vous écoutez les anciens, vous prenez des notes, et puis ensuite vous allez dans les archives territoriales, par exemple, pour vérifier ce qui est raconté. Pour vérifier ce qui est raconté. C'est un long travail à faire, ça? C'est un long travail, parce qu'il s'agit de comparer par rapport à ce qui a été dit et ce que l'on voit dans les documents. Alors, parfois, vous avez d'agréables surprises. Pas parfois, souvent d'agréables surprises. D'autant plus que souvent, on entend des gens dire « Ah, mais ce que racontent les anciens, c'est pas forcément vrai. Ils racontent n'importe quoi. » Alors là, je m'inscris carrément en faux. Parce que je dis que les anciens, il faut tenir compte de ce qu'ils disent. Bien souvent, il y a un fond réel et il s'agit d'aller chercher au niveau des archives et on a les preuves que ce qu'ils racontent, des faits historiques, etc., qui ont été transmis de génération en génération, qu'effectivement, ces faits-là ont eu lieu. C'est ce qui est passionnant d'ailleurs. Quelle est la part justement dans cette nouvelle que vous avez écrite, Annie-Claude Clovis, d'imaginaire d'un côté on va dire, et de l'autre de choses qui ont été vérifiées historiquement, entre guillemets? Alors, quand il s'agit de spiritualité, pour beaucoup, ça relève de l'imaginaire. Oui. Sauf que les anciens ont souvent des paroles qui disent, par exemple, au niveau de la spiritualité, ils parleront des ancêtres, on va évoquer les ancêtres, mais je vais verser un peu de tafia pour les ancêtres, où ils vont parler de leurs parents, oui, de leurs ancêtres. Mais sans savoir forcément d'où ils viennent, de quelle région ils viennent d'Afrique. Par contre, justement, il appartient aux chercheurs de fouiller un peu plus loin. Et c'est comme ça que, personnellement, j'ai pu retrouver pour la plupart des Mananais leurs origines, c'est-à-dire à quelle nation ils appartenaient, s'ils étaient Ibo, ou s'ils étaient la nation Kalbari. C'est comme ça que j'ai pu retrouver à travers les archives. Alors, et savoir d'où ils venaient exactement. Alors je vais juste repréciser, on va dire, ma précédente question. Quand je parlais d'imaginaire, je parlais surtout du vôtre en tant qu'autrice. Qu'est-ce que vous avez apporté personnellement, on va dire, dans cette histoire que vous avez entendue par d'autres personnes à Mana? Disons que j'ai tenté de recréer l'ambiance. Vous savez, vous avez l'impression de fermer les yeux, de revivre quelque chose. Quand on vous a donné l'emplacement, par exemple, où les gens organisaient le lever-fessé, qui est une forme de lutte ancestrale, j'entendais les anciens parler. Donc, je me suis revue dans ce contexte-là. Vous savez, quand on écrit, bien souvent, on a l'impression de fermer les yeux et de revoir la scène, d'assister à la scène, rien qu'à partir de ce que les anciens ont pu nous dire. Oui, parce que je précise, juste pour encore une fois les auditeurs qui n'ont pas lu votre livre, que le personnage principal de cette nouvelle participe à des combats à Mana. Oui, à des combats, parce qu'avant, il y avait des combats. Il y avait ce qu'on appelle le lever-fessé, ce que disaient les anciens,
Il y avait ça. Effectivement. Comment dire, ce sont des histoires qui s'oublient peu à peu. Ce livre est plus généralement le mois de l'histoire des Noirs. Est-ce que c'est aussi la possibilité de sauvegarder ce patrimoine-là? Vous l'avez dit, un patrimoine qui est essentiellement oral et qui a besoin d'être mis en avant pour ne pas disparaître. Parce que l'oralité, si on ne la pratique plus, au bout d'un moment, il n'y a plus de traces. Oui. C'est une manière de diffuser, j'ai envie de dire, de valoriser et de diffuser une histoire que nous avons collectée à un moment donné. Puisqu'effectivement, si je me contente de collecter sans restituer, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va se perdre. Eh oui. D'où la nécessité de pouvoir écrire. On parle de votre nouvelle, et finalement de la contribution guyanaise depuis tout à l'heure, mais je le rappelle, il y a d'autres histoires, d'autres récits dans ce livre au nom des ancêtres, 12 textes. C'est quoi le lien finalement entre toutes ces histoires? Alors, il y a un lien parce qu'il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Moi, c'est surtout j'ai envie de dire, le culte des ancêtres. Mais aussi, il y a par exemple la thématique de l'immigration, de l'esclavage moderne. Ça aussi, on en parle dans cet ouvrage. On parle à travers une histoire contée. On raconte aussi la revanche, si on veut, de certains ancêtres. Quand je parle de revanche, par exemple, ce fantôme qui apparaît un jour, au niveau, il y a 2 touristes blancs, et il apparaît, il leur parle, mais avec une colère, en parlant de toute sa souffrance, tout ce qu'il a enduré pendant l'esclavage, pour finir sur quelque chose de très beau, en leur disant ce qu'ils voudraient, c'est qu'il y ait enfin la réconciliation entre les peuples. J'ai trouvé ce texte-là vraiment formidable. Tout comme le texte aussi d'une certaine... le personnage principal, c'est Ruby, une jeune qui est née d'une mère métropolitaine, un père africain. Le père qui lui parle de l'Afrique, mais la mère... Bon, ce n'est pas son histoire. Oui. Et cette jeune fille, on a l'impression qu'elle est en quête de son identité africaine. Elle a besoin de connaître, d'approfondir. Donc, d'aller connaître ce pays, de connaître ce pays que son père lui parle, quoi. Et elle se dit quelque part que ça doit être un beau pays. J'ai des liens avec cette Afrique-là. Vous voyez ? Finalement, parler de son passé à la fois pour se réconcilier avec les autres et aussi pour se réconcilier avec soi. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait nécessaire. Et puis, j'ai aimé un autre texte, c'est celui de la négrophobie à la négrophilie. Vraiment passionnant ce texte-là, cette nouvelle, d'autant plus qu'il s'agit d'un négrier. Un négrier qui... Avant de partir, il repartait avec des esclaves en Afrique, dans un village. Et il y avait un couple qui ne voulait vraiment pas qu'on les sépare. Il les a fouettés. Ils sont repartis, ils ont été vendus malgré tout. Ils sont partis en Amérique. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ces personnes-là ont été affranchies. Ils ont eu la chance, tous les deux, d'être affranchis en même temps. Ils ont eu un fils. Ce fils, c'est lui qui a inventé l'éclairage électrique. Et ce négrier, qui n'en était plus, lui est tombé malade. Il avait un certain âge, il est tombé malade. Et grâce à ce jeune homme, à l'éclairage, on a pu l'opérer. Une opération qui a duré plusieurs heures. Il a voulu remercier ce jeune homme, et le jour et notamment les autres personnes qui lui ont sauvé la vie, parce il était un homme très riche, et le jour justement de la cérémonie, il voit le jeune homme accompagné de ses parents, et il reconnaît ces Noirs qu'il avait battus, fouettés. Il leur a demandé pardon. J'ai trouvé cette histoire-là assez fascinante, assez intéressante. Et il leur a demandé pardon. Et depuis, il a aidé ce jeune homme à aller plus loin. Annie-Claude Clovis, pour terminer, est-ce que ce serait possible que vous nous lisiez un passage de votre nouvelle, La littérature, c'est bien d'en parler, mais c'est aussi important de la lire.
Est-ce que vous pourriez nous lire quelque chose? Je vous laisse le micro. Oui, juste quelques lignes. Malgré les exhortations à couper les liens avec leurs ancêtres, quelques Noirs pratiquaient en secret les rites ancestraux. Ils organisaient secrètement des cérémonies vaudou et seuls les initiés y étaient admis. Cela se passait au lieu-dit Papa Moumou, au pied d'un immense fromager situé à quelques kilomètres en amont du fleuve Lamana. Sémélia faisait partie de ces initiés. Elle était née coiffée. Elle pouvait voir et communiquer avec les esprits. Elle maîtrisait l'usage des plantes. Sa mère lui avait fait promettre qu'elle n'utiliserait jamais son savoir à mauvais escient, car elle finirait comme son père qui s'était laissé séduire par la richesse et le pouvoir. Les ancêtres s'étaient alors détournés de lui. Il perdit ses pouvoirs et fut assassiné. Elle lui disait souvent que la même plante qui guérissait pouvait aussi tuer. Tout était question de dosage. Ne pas se détourner de ses ancêtres. Merci Surtout. Beaucoup Annie-Claude Clovis d'avoir été avec nous ce matin. S'il y a des auditeurs, et on terminera par là, qui nous écoutent et qui ont envie de vous lire et de lire les autres nouvelles de ce livre, où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, on peut m'appeler déjà, je donne mon numéro de téléphone, allez-y, mon contact. Si vous voulez. Alors, c'est le 0694 44 82 38. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour ce livre. On le rappelle, Au nom des ancêtres, qui a été publié déjà il y a 2 ans et on vous reçoit aujourd'hui car tout le monde le sait, crise sanitaire oblige. L'an dernier, il n'y a pas eu grand-chose. Merci encore. À bientôt. Radio Pays.